À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment construire un esprit fort et résilient, capable d'imposer le respect et de transmettre le calme en toute situation. Nous allons parcourir les 13 points clés inspirés par la philosophie stoïcienne, conçue pour transformer ta discipline, ton autodiscipline et ta manière d'affronter l'adversité. Savais-tu que, selon des études récentes de l'université de Harvard, les personnes ayant une plus grande résilience mentale non seulement supportent mieux le stress, mais inspirent aussi davantage de confiance et de respect dans leur entourage? Il ne s'agit pas de génétique ni de chance, c'est une question d'habitude et de perspective. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment forger cette force intérieure qui distingue ceux qui restent solides lorsque tout vacille autour d'eux. Chaque point est pensé pour que tu passes du simple désir d'être fort à l'incarnation réelle de cette présence inébranlable qui ne se laisse pas emporter par le chaos, la critique ou les émotions passagères. La dernière clé va te surprendre, car c'est celle que le moins de personnes pratiquent et pourtant, elle peut complètement transformer la façon dont les autres te perçoivent et surtout la façon dont tu te perçois toi-même. Peu importe si, en ce moment, tu as l'impression de manquer de contrôle, d'être facilement affecté par les commentaires ou de perdre ton calme dans des moments critiques. Ces 13 points ne sont pas de la théorie abstraite. Ce sont des pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à remarquer de vrais changements dans ta vie quotidienne. Chacun de ces principes est soutenu par des siècles de sagesse stoïcienne et par des preuves actuelles en psychologie. Si tu recherches le respect, la sécurité et la maîtrise de soi, c'est le chemin à suivre. Commençons. Point 1. Pratiquer la discipline au quotidien même lorsque personne ne regarde. Veux-tu savoir pourquoi tu es toujours le même qu'il y a un an? Parce que ta discipline dépend du regard des autres. Tu es un champion quand il y a des témoins, mais tu deviens un fantôme dès que la caméra s'éteint. Tu te parles d'objectifs, mais tu abandonnes dès qu'il n'y a plus d'applaudissements. Et le pire, tu crois que personne ne s'en rend compte. Mais la médiocrité se voit, même si tu la caches derrière des discours sur la motivation et l'envie. Les personnes qui imposent le respect ne le font pas par ce qu'elles montrent, mais par ce qu'elles accomplissent lorsque personne ne les observe. Chaque matin où tu cèdes au téléphone, chaque promesse rompue parce qu'il n'y a pas d'urgence, s'ajoute. Ne te mens pas. La discipline n'est pas une posture, c'est un muscle. Et le tien est atrophié par tes justifications. Tu veux de la présence, mais tu ne supportes pas le silence inconfortable d'être ton propre juge. Tu préfères la validation à la solitude de l'effort invisible. Alors continue de te mentir. Dis que tu commenceras demain, qu'aujourd'hui était une mauvaise journée, que personne ne remarque rien. Mais le regard fatigué dans le miroir connaît la vérité. Le respect ne s'exige pas, il s'entraîne. Et il commence quand il n'y a personne pour t'applaudir. Deuxième point. Choisir des réponses rationnelles face à la provocation. La véritable force mentale se mesure dans les moments où quelqu'un essaie de te faire perdre ton centre. La provocation peut prendre de nombreuses formes. Des commentaires sarcastiques, des attaques personnelles, des regards défiants ou de simples gestes de mépris. À cet instant, la réaction automatique est souvent viscérale. Le pouls s'accélère, la mâchoire se contracte, des mots acérés cherchent à jaillir. Mais c'est précisément là que se forge un esprit résilient et digne de respect, dans la capacité à choisir sa réponse au lieu de se laisser emporter par l'impulsion. Répondre de manière rationnelle ne signifie pas réprimer l'émotion ni feindre l'indifférence. Cela signifie reconnaître la première impulsion, l'observer avec froideur, puis décider comment agir. Ce n'est pas facile. Cela exige un entraînement quotidien, une attention constante et un engagement inébranlable envers tes propres principes. Par exemple, imagine qu'au cours d'une réunion de travail, quelqu'un t'interrompt de façon méprisante et remet en question ta compétence devant l'équipe.
L'impulsion immédiate pourrait être de répliquer par un commentaire tout aussi blessant, ou simplement de fermer le poing et de garder le silence, sentant la colère te consumer de l'intérieur. Cependant, un esprit fort prend du recul, analyse la situation et cherche la racine de la provocation. Y a-t-il de l'insécurité chez l'autre personne? Est-ce une tentative de gagner du pouvoir à tes dépens? Ou simplement une mauvaise journée qui se répercute sur l'entourage? En comprenant cela, tu peux dissocier ton identité de l'offense. Tu n'es pas l'insulte que tu reçois, tu n'es pas l'opinion fugace de quelqu'un d'autre. Tu es celui qui décide comment répondre. Dans ce même scénario, tu pourrais regarder ton interlocuteur avec sérénité et répondre « Je te remercie pour ton avis, mais je préfère terminer mon point avant d'en débattre. » Il n'y a ni agressivité ni soumission, seulement de la clarté. Cette clarté impose le respect, car tu ne cèdes ni le contrôle de tes émotions ni ta dignité. Le provocateur se retrouve désarmé face à une réponse qui ne nourrit pas le conflit. Cette façon d'agir a un effet domino. Premièrement, elle renforce ta perception de toi-même. Tu te vois comme quelqu'un capable de se maîtriser, et cela élève ton estime de soi. Deuxièmement, elle modifie l'environnement. Les gens constatent qu'avec toi, les jeux de pouvoir et les offenses gratuites ne fonctionnent pas. Troisièmement, elle te permet de conserver ton énergie mentale pour l'essentiel, au lieu de la gaspiller dans des batailles inutiles. L'autocontrôle n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Choisir des réponses rationnelles face à la provocation est une déclaration silencieuse de puissance. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta tempérance parle plus fort que n'importe quelle réponse impulsive. Ainsi, à chaque interaction, ta présence transmet calme et respect, car tu sais que rien ni personne ne peut t'enlever la maîtrise de toi-même. Point 3. Contrôler le langage corporel. Calme, posture ferme, regard serein. As-tu déjà remarqué comment l'énergie d'une pièce change lorsque quelqu'un entre avec une posture assurée et une expression tranquille? Le corps transmet des messages avant même que tu n'ouvres la bouche. Lorsque tu gardes le dos droit, les épaules détendues et le regard ferme mais serein, ceux qui t'entourent le remarquent. Ce type de présence n'impose pas seulement le respect, il irradie aussi un calme qui se propage. Peut-être as-tu déjà ressenti ce tremblement dans les mains avant de parler en public, ou la tension sur ton visage quand la situation devient difficile. Cela peut arriver à n'importe qui. L'important, c'est de se rappeler que le contrôle du corps commence par la conscience. Demande-toi, qu'est-ce que ma posture dit en ce moment? Est-ce que je projette la confiance que je souhaite transmettre? Imagine que tu arrives à une réunion importante et au lieu de cacher les mains dans les poches ou de baisser la tête, tu choisis de t'asseoir droit, de respirer profondément et de regarder les personnes avec sérénité. Tu n'as pas besoin de forcer un sourire ni de paraître dur. Il suffit d'être présent, tranquille, avec une respiration posée. Ce petit ajustement peut changer complètement la perception que les autres ont de toi, mais aussi celle que tu as de toi-même. Le langage corporel est un outil puissant pour t'ancrer dans le présent. Quand tu te concentres sur le maintien du calme physique, ton esprit a tendance à suivre le même chemin. C'est un cercle vertueux. Le corps soutient l'esprit et l'esprit renforce le corps. Souviens-toi d'un moment où tu as réussi à garder ton calme malgré la pression. Comment t'es-tu senti après? Quel impact cela a-t-il eu sur les autres? Cela vaut la peine de réfléchir. Est-ce que je laisse mes émotions contrôler mon corps ou puis-je prendre quelques secondes pour ajuster ma posture et respirer? La prochaine fois que tu sens que la situation te dépasse, arrête-toi un instant. Respire, redresse le dos, détends les épaules. Regarde droit devant toi avec sérénité. Il ne s'agit pas de donner l'impression d'être parfait, mais de montrer que tu es maître de toi, même si tu doutes à l'intérieur. Ce calme se voit, et avec le temps, il fait partie de toi. Es-tu prêt à essayer la prochaine fois? Point numéro 4. Identifier et remettre en question les pensées automatiques négatives. Il y a un moment où tout s'assombrit à l'intérieur. Une idée surgit, presque imperceptible, qui vise directement ta confiance.
Je ne suis pas à la hauteur. Ça va mal se passer. J'échoue toujours. Personne ne te prévient. Elle apparaît seule, dans le silence de ton esprit, et commence à dicter le reste de ta journée. T'es-tu déjà demandé d'où vient cette voix? Pourquoi lui donnes-tu autant de pouvoir? La première étape, c'est de l'observer. Ne pas lutter, ne pas nier, juste regarder cette pensée en face, comme on regarde une ombre traverser la pièce. Est-ce vrai ce qu'elle te dit? De quelles preuves réelles disposes-tu pour la croire? Bien souvent, l'esprit répète des histoires apprises, pas des vérités. Si tu acceptes ce récit sans le remettre en question, tu deviens l'acteur d'un scénario que tu n'as pas écrit. Remettre en question la pensée automatique, c'est une interruption. Il ne s'agit pas de se battre avec son esprit, mais de l'interroger. Quelle autre explication existe? Comment quelqu'un qui te respecte verrait-il cette situation? Te parlerais-tu de la même façon si tu étais ton meilleur ami? C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. La force mentale ne consiste pas à nier l'existence des pensées négatives, mais à les affronter, sans avoir peur de l'inconfort qu'elles apportent. Imagine que chaque fois que cette voix surgit, tu as la possibilité de la mettre en pause, comme si tu baissais le volume d'une radio. Tu peux alors décider. Veux-tu continuer à écouter cette fréquence ou changer de station? Un esprit fort n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui sait quand il ne faut pas prêter attention. Ici, la question reste ouverte. Es-tu celui qui pense ou seulement celui qui écoute? Vas-tu accepter chaque pensée comme un ordre ou vas-tu questionner ce que tu mérites vraiment de croire? La réponse n'arrive pas immédiatement. Mais chaque fois que tu remets en question une pensée négative, ta présence devient plus solide et les autres le remarquent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. 5e point. Appliquer l'indifférence face au jugement d'autrui. Face au regard des autres, la réaction la plus courante est d'ajuster son comportement, de chercher l'approbation ou de se replier sur soi-même. Pourtant, l'indifférence au jugement d'autrui est la base d'un esprit qui ne se laisse pas plier. Celui qui demeure inébranlable face à l'opinion extérieure dégage une présence solide, imperméable à la manipulation. La critique, la moquerie ou même l'éloge sont perçus comme des données sans réelle importance. L'émotion ne vacille pas, l'attitude ne change pas. Cela engendre 2 conséquences immédiates. Premièrement, l'énergie mentale est préservée. Il n'y a pas d'épuisement à imaginer des scénarios ni à se défendre contre des attaques imaginaires. Deuxièmement, la perception des autres change. La personne qui ne réagit pas à la pression sociale est perçue comme quelqu'un de difficile à influencer, quelqu'un qui impose naturellement le respect. L'indifférence n'est ni arrogance ni mépris, mais maîtrise de soi. Elle n'implique pas d'ignorer autrui, mais de distinguer ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. L'opinion extérieure appartient aux autres, la réponse à toi seul. Ainsi, on élimine l'anxiété de plaire et le besoin d'appartenance forcée. Dans des environnements tendus, cette attitude désarme ceux qui cherchent à provoquer ou à contrôler. En l'absence de réaction, le jeu de pouvoir s'effondre. Le calme devient le message le plus puissant. Le respect naît de l'autocontrôle visible, non de la quête de validation. Rester indifférent au jugement d'autrui est une pratique quotidienne. Chaque fois qu'une critique survient, l'occasion se présente de renforcer ce muscle. Le résultat est un esprit blindé, prêt à affronter n'importe quel environnement, capable de conserver le calme et le respect de soi, peu importe ce que disent les autres. Point 6. Affronter l'inconfort comme une opportunité de croissance. L'inconfort est un signal, non un obstacle définitif. Il apparaît lorsque quelque chose défie nos limites, lorsque la routine est brisée, lorsque l'environnement n'est plus prévisible. La plupart cherchent à l'éviter, construisant autour d'eux des zones de confort. Mais cet élan d'évasion est précisément ce qui freine la croissance personnelle. Le développement d'un esprit fort exige de s'exposer de manière délibérée à des situations qui dérangent, qui mettent à l'épreuve la patience, la capacité d'adaptation et la tempérance. Imagine le moment où tu dois prendre la parole en public pour la première fois.
Le pouls s'accélère, la voix tremble, chaque regard semble un jugement. La réaction instinctive est de se retirer, de chercher une excuse, d'éviter la scène. Pourtant, chaque seconde passée dans cet inconfort est une opportunité. Le corps apprend à réguler l'anxiété, l'esprit à distinguer la critique constructive du bruit, la volonté à se maintenir sous pression. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour elle-même, mais de comprendre que le malaise est le seuil d'une nouvelle compétence, une force qui ne se forge que dans la friction. Le processus est graduel. Au début, l'inconfort paraît insupportable. Avec le temps, il devient un terrain familier. Celui qui s'expose à l'adversité de manière contrôlée développe des ressources intérieures, tolérance à la frustration, clarté sous la tension, capacité à prendre des décisions sans céder à l'impulsion. Chaque rencontre avec l'inconfort est un entraînement silencieux, un investissement dans la solidité mentale qui se manifeste ensuite par la présence, par la capacité d'imposer le respect sans avoir besoin de mots. Prenons un autre exemple, recevoir des critiques directes sur sa propre performance. Le premier réflexe est la défense, la justification, voire le déni. Mais si l'on accepte l'inconfort, si l'on écoute sans interrompre, il devient possible de voir ses propres angles morts, d'identifier des schémas de comportement qui passaient auparavant inaperçus. La véritable croissance ne se produit pas dans les applaudissements, mais dans la friction avec la réalité, dans la capacité de supporter l'inconfort sans perdre son centre. Affronter l'inconfort exige de l'honnêteté. Cela implique de reconnaître ses propres limites et d'accepter que le progrès n'est pas linéaire. Il y a des reculs, des erreurs, des moments de doute. Mais chaque fois que l'on choisit la voie difficile, la détermination se renforce. Cela ne signifie pas rechercher le conflit de manière téméraire, mais être prêt à rester lorsque la plupart se retirent, à écouter quand d'autres se ferment, à agir quand d'autres hésitent. L'inconfort, alors, cesse d'être un ennemi pour devenir un allié silencieux. Il est le filtre qui sépare l'intention de l'action, la théorie de la pratique. Chaque situation inconfortable surmontée est une pièce de plus dans la construction d'un esprit imperturbable. Ainsi, la présence qui impose le respect n'est pas le fruit du hasard, mais celui de l'habitude de croître dans l'inconfort, de transformer chaque défi en une marche vers la véritable résilience. 7e point, limiter l'exposition aux stimuli inutiles. T'es-tu déjà rendu compte du nombre de stimuli qui traversent ton esprit chaque jour? Notifications, messages, bruits, images, opinions que tu n'as pas demandées, informations constantes qui n'apportent rien, qui ne fait qu'occuper de l'espace. Il est facile de se sentir saturé, comme si ton attention était une ressource infinie que n'importe qui pouvait prendre. Mais ce n'est pas le cas. L'esprit a besoin d'espace pour respirer, pour réfléchir, pour décider avec clarté. Quand tu le remplis de choses qui ne t'apportent rien, c'est comme essayer d'écouter le bruit de l'eau d'une rivière pendant que quelqu'un bat du tambour à côté de toi. Limiter l'exposition aux stimuli inutiles, ce n'est pas seulement éteindre son téléphone ou éviter les réseaux sociaux un instant. C'est un acte de respect envers ton propre esprit. C'est te demander, avant d'ouvrir une application ou d'entrer dans une conversation, est-ce que cela m'aide vraiment à devenir la personne que je veux être, ou est-ce que cela me distrait simplement de l'essentiel ? La force mentale se construit dans ces moments où tu choisis ce que tu laisses entrer et ce que tu refuses. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider à quoi tu accordes ton attention. Peut-être qu'à un moment donné, tu as eu l'impression de perdre le contrôle, que ton énergie se dispersait dans trop de choses à la fois. Et en effet, lorsque tu vis exposé à 1000 stimuli, il est presque impossible d'être présent, de te sentir en paix ou de répondre avec calme. N'as-tu jamais remarqué qu'après une journée pleine d'interruptions, tu as même du mal à te rappeler à quoi tu étais en train de penser ? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'effet d'un environnement saturé. Et le reconnaître est la première étape pour le changer. Et si aujourd'hui tu choisissais seulement 3 choses qui comptent vraiment,
Et si tu t'accordais la permission d'ignorer ce qui ne te nourrit pas? Imagine comment ton esprit se sentirait si tu arrêtais de porter des conversations vides, des nouvelles qui ne font qu'engendrer de l'anxiété, des tâches qui ne te rapprochent de rien de significatif. La résilience et la présence ne naissent pas du bruit, elles naissent du silence et de l'intention. Quels stimuli pourrais-tu éliminer aujourd'hui pour donner plus de force à ton esprit? Que se passerait-il si tu te donnais l'opportunité de protéger ton attention comme la ressource précieuse qu'elle est? La décision est entre tes mains. Et elle peut changer la façon dont tu fais face à chaque situation, avec respect et calme. Point numéro 8. Cultiver le silence et éviter les réponses impulsives. Les gens parlent parce qu'ils ont peur du vide. Ils remplissent l'air d'opinions, d'excuses, de justifications. Ils se croient intelligents parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire, comme si l'urgence de répondre était le signe d'une force mentale. Mais la vérité est tout autre. Celui qui ne sait pas se taire ne sait pas non plus penser. Une bouche anxieuse révèle un esprit faible, esclave de ses impulsions, incapable de résister à la pression d'une seconde supplémentaire avant de lâcher la première stupidité qui lui vient à l'esprit. Tu veux t'imposer le respect? Fais l'inverse. Tais-toi. Laisse le silence peser. Observe comment les autres deviennent mal à l'aise, comment ils cherchent ton approbation, comment ils s'agitent pour remplir cet espace que tu maîtrises. Le silence n'est pas un vide, c'est un pouvoir. Celui qui ne répond pas immédiatement démontre de l'autocontrôle, et c'est cela qui intimide vraiment. Parce que l'impulsivité ne vaut rien, tout le monde peut la donner. Supporter le silence, mâcher sa réponse, laisser l'émotion retomber avant de parler, cela, c'est pour ceux qui ont la maîtrise de soi. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre, tais-toi. Pas par peur, mais par stratégie. Laisse l'autre s'épuiser, qu'il révèle plus qu'il ne le voulait. Celui qui domine le silence contrôle la conversation. Celui qui répond sans réfléchir n'est qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Décide si tu veux être celui qui fait avancer les pièces ou celui qui ne fait que réagir. Parce que la différence entre le respect et la pitié, bien souvent, c'est de savoir quand fermer sa bouche. Point 9. Reposer l'esprit grâce à la méditation stoïcienne. Dans le bruit constant du monde, l'esprit se fatigue. Nous cherchons de la force, mais nous oublions que le repos est la base sur laquelle se construit la résilience. La méditation, pratiquée dans le silence, est l'art de revenir au présent, de mettre de côté les préoccupations que nous ne contrôlons pas et de regarder en face ce qui est ici, maintenant. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. Ce royaume t'appartient, mais seulement si tu le réclames. » Beaucoup confondent repos et évasion. Le véritable repos mental n'est pas de fuir, c'est d'observer les pensées sans s'y identifier. S'asseoir dans le calme, ne serait-ce que quelques minutes, est un acte de courage. Il n'est pas facile de regarder le tourbillon d'idées, de préoccupations et de jugements qui traversent l'esprit. Mais en le faisant, on affaiblit leur pouvoir. Dans cet espace bref d'observation consciente se trouve la force qui ne dépend de rien d'extérieur. La pratique quotidienne de cette méditation ne requiert ni encens ni rituel complexe. Il suffit de trouver un endroit, de fermer les yeux et de suivre le flux de la respiration. Laissez chaque inspiration et expiration nettoyer le bruit accumulé. Si une préoccupation surgit, la regarder passer comme un nuage. Si une émotion intense apparaît, la reconnaître et la laisser partir. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de mettre de l'ordre dans le désordre, de lui offrir un refuge où il peut retrouver son énergie. Avec le temps, cet exercice transforme la réaction en réponse. Face à la provocation, il n'y a pas d'explosion, mais une pause. Face au chaos, il n'y a pas d'anxiété, mais de la clarté. L'esprit reposé n'est pas paresseux, il est aiguisé. Il sait discerner l'important du trivial et agit avec fermeté, sans se laisser remporter par des impulsions passagères. Dans la vie quotidienne, la différence est palpable.
Celui qui a appris à reposer son esprit impose le respect sans élever la voix. Son calme est contagieux, sa présence est une ancre au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais de l'affronter avec une sérénité inébranlable. La méditation est la forge invisible où se trempe ce caractère. Reposer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour celui qui aspire à être maître de lui-même. Fais de la méditation une habitude aussi naturelle que respirer. Ainsi, lorsque viendra le moment d'agir, ton esprit sera ton allié, non ton ennemi. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bon ordre de l'esprit est le véritable pouvoir. 10e point, visualiser le pire scénario et l'accepter sans crainte. Un esprit fort ne se construit pas en ignorant la possibilité de l'échec, mais en l'affrontant directement. L'exercice de visualiser le pire scénario possible est un outil inconfortable, mais puissant. Il consiste à imaginer dans les moindres détails ce qui se passerait si tout tournait mal. Si tu perds ton emploi, si une relation importante prend fin, si ta santé se fragilise, si tu fais face à la ruine ou à la solitude. Il ne s'agit pas de s'obséder avec la catastrophe, mais de la regarder en face, sans fioriture ni euphémisme. Pense à une situation qui t'inquiète en ce moment. Pousse-la à l'extrême. Quelle serait l'issue la plus redoutée? Par exemple, tu as peur de parler en public parce que tu crains de te ridiculiser. Emmène cette peur jusqu'au bout. Imagine que tu oublies ce que tu allais dire. Le public rit, tu te sens exposé et humilié. Que se passe-t-il ensuite? Tu ressens de la honte, peut-être de la culpabilité. Et après? La journée continue, la vie suit son cours. Combien de temps ce malaise durera-t-il? Quelles conséquences réelles cela aura-t-il dans un mois, dans un an? Dans la plupart des cas, le pire scénario est supportable, même si ton esprit prétend le contraire. Cet exercice a deux effets. Le premier, il réduit le pouvoir paralysant de la peur. Lorsque tu nommes et explores ce que tu crains le plus, tu lui retires une partie de sa force. Le second, il te prépare mentalement à agir avec clarté si les choses tournent vraiment mal. Tu n'es plus surpris par le choc, car tu l'as anticipé, tu l'as déjà vécu dans ton esprit. Cela te permet de garder ton calme, même au milieu du chaos. Accepter le pire scénario ne signifie pas s'y résigner. Cela signifie reconnaître que, même s'il se produit, tu as la capacité de le supporter et de te reconstruire. Imagine que tu perds ton travail. La peur initiale peut être accablante, mais si tu explores cette possibilité, tu commences à voir des options. Chercher un autre emploi, réduire tes dépenses, acquérir de nouvelles compétences. Ce qui semblait être un abîme devient un terrain difficile, mais praticable. La peur de l'échec est souvent bien pire que l'échec lui-même. Lorsque tu t'entraînes à visualiser l'adversité et à l'accepter, tu deviens imperturbable. Tu ne réagis plus avec panique face à la menace. Tu ne plies pas et tu ne restes pas paralysé. Ta présence transmet du calme parce que tu ne fuis pas la difficulté. Tu l'as regardée dans les yeux et tu restes debout. Fais de cet exercice une pratique régulière. Pas seulement lorsque tu es anxieux, mais aussi dans les moments de calme. Prends une feuille, écris le pire dénouement possible de ce qui t'inquiète. Détaille-le. Ensuite, écris comment tu pourrais réagir, quelles ressources tu possèdes, quel soutien tu pourrais solliciter. Tu verras que la plupart des scénarios redoutés ne sont pas mortels, seulement inconfortables ou exigeants. C'est ainsi qu'on forge un esprit résilient. En affrontant l'inconfort, en anticipant l'adversité et en acceptant que, quoi qu'il arrive, tu as la capacité de résister et de t'adapter. Lorsque tu acceptes le pire scénario, tu cesses d'être l'otage de la peur. Et cette liberté se perçoit, se ressent, s'impose. Point 11. Remplacer la plainte par l'action résolue, cesse de débattre sur ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Marc Aurèle a écrit cela il y a près de 2000 ans, et, pourtant, la tentation de se plaindre reste intacte.
La plainte est un refuge confortable, mais c'est aussi une prison invisible. Lorsque tu choisis la plainte, tu te dis à toi-même que le pouvoir est dehors, entre les mains des autres, dans les circonstances, dans le hasard. Tu deviens spectateur de ta propre vie, comme si le monde te devait une explication ou des excuses. Mais la réalité, c'est que rien ne change tant que tu parles. Tout se transforme lorsque tu agis. L'esprit fort ne discute pas avec le destin, il le défie. Il y a une différence radicale entre pointer ce qui ne fonctionne pas et s'engager à le changer. Le premier te maintient dans l'immobilisme, le second t'oblige à grandir. La plainte perpétue l'inconfort, l'action le dissout. Lorsque l'inconfort surgit, tu peux choisir, devenir l'écho de tes frustrations ou l'architecte de solutions. Le muscle de la résilience se renforce à chaque décision d'agir, malgré l'adversité, non par la répétition de ce qui manque ou de ce qui fait mal. Imagine une situation quotidienne. L'ambiance au travail est toxique. Les collègues se plaignent, le chef ne reconnaît pas les efforts. La réaction instinctive est de rejoindre le cœur des lamentations. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'ajouter du bruit, tu introduis une action, un petit changement? Améliorer ta performance, proposer une solution, partir à la recherche de nouvelles opportunités. L'environnement peut rester le même, mais toi, tu n'es déjà plus le même. Tu as repris ton pouvoir, tu as cessé d'être l'otage des circonstances. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, ni de prétendre que tout va bien. Il s'agit de prendre la douleur et de la transformer en moteur. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la façon dont tu y réagis, écrivait Épictète. La plainte se nourrit d'impuissance, l'action de but. Chaque fois que tu choisis d'agir au lieu de te plaindre, tu cultives une présence qui impose respect et calme. Non pas parce que tu ignores les problèmes, mais parce que tu montres que tu es plus grand qu'eux. L'action résolue est la réponse mature à l'adversité. C'est le geste silencieux qui transforme l'atmosphère, l'attitude qui inspire sans un mot. Tu n'as pas besoin de proclamer ta force, tu la montres à chaque pas que tu fais vers l'avant, même lorsque le chemin est incertain. Ainsi, ta présence devient inébranlable, non par absence de difficultés, mais par la fermeté avec laquelle tu choisis de les affronter. Remplacer la plainte par l'action est le point de bascule. C'est le moment où tu cesses d'attendre et commences à diriger. D'abord ta vie, puis ton entourage. La plainte est facile, l'action est exigeante. Mais l'action construit. L'action te transforme. Point numéro 12. Assumer l'entière responsabilité de son propre destin. Les décisions quotidiennes déterminent la direction. Il n'y a pas d'intervention extérieure qui garantisse le résultat. Chaque action, chaque omission s'accumule. Celui qui observe sa vie comme une suite de causes et d'effets, sans chercher de coupable ni d'excuses, voit clairement l'impact de ses choix. La responsabilité totale n'est pas un idéal abstrait. C'est un exercice constant, tangible, qui se manifeste dans la manière dont on répond aux erreurs et aux opportunités. Quand quelqu'un admet que tout ce qui se produit sur son chemin est lié à ses propres mouvements, la marge de contrôle s'élargit. Il n'y a plus de place pour la plainte ni pour la résignation. L'attention se porte alors sur ce qui peut réellement être modifié. L'attitude, la réaction, la prochaine étape. La distraction de blâmer les autres disparaît, le bruit mental diminue. Le résultat, c'est un esprit sobre, moins vulnérable à la frustration ou au ressentiment. Cela se remarque dans les détails. La façon d'affronter un conflit, la réaction face à l'adversité, la disposition à corriger la trajectoire en silence. Celui qui intègre ce principe accepte que le destin n'est pas une force étrangère, mais une conséquence directe de ses propres décisions. Le sentiment de contrôle est réel, mais la charge l'est aussi. Savoir que chaque pas compte, qu'il n'existe aucun filet de sécurité en dehors de soi-même. Dans ce contexte, la résilience n'est pas une résistance passive, mais une adaptation active. On apprend à lire la réalité sans phare, à identifier des possibilités dans l'étroite marge de ce qui dépend de soi.
La présence devient ferme, car on n'attend rien du hasard ni de faveur extérieure. Chaque moment est une occasion de faire preuve de maîtrise de soi et d'avancer, même si l'environnement n'est pas favorable. Assumer l'entière responsabilité est une frontière. Derrière elle, la plainte et la victimisation perdent tout leur sens. Ce qui reste, c'est la liberté d'agir et le poids inévitable des conséquences. 13e point. Garder une intégrité et un contrôle de soi absolu, même sous une pression extrême. Tout le monde a une limite, un seuil où le caractère commence à se fissurer et où les failles révèlent ce qui se cache réellement sous la façade. La pression révèle la vérité. Quand tout est en jeu, quand l'environnement exige des réactions viscérales, quand l'adrénaline et la peur s'emparent du corps, c'est là que commence la véritable épreuve de l'autocontrôle. Il n'y a plus de place pour les excuses, pas d'espace pour les justifications. Il ne reste que ce que tu es, mis à nu sous le poids de la situation. Pense aux fois où tu as vu quelqu'un céder, cris, insultes, décisions impulsives, trahisons petites ou grandes, toutes nées dans ces secondes où la pression écrase la volonté. L'autocontrôle n'est pas une posture pour les jours faciles, c'est la discipline brutale de ne rien laisser, pas même la douleur ou la colère, dicter tes actions. L'intégrité n'est pas un joli mot, c'est une exigence. Quand personne ne regarde, quand tout brûle, qui es-tu à cet instant? Celui qui trahit son code pour chercher un soulagement immédiat, ou celui qui encaisse le coup et reste droit, même si cela fait mal? La pression extrême est le filtre ultime. Les masques tombent. La peur, la colère, le désespoir essaient de prendre le contrôle. Le corps réclame de réagir, de crier, de fuir, de céder à l'impulsion la plus primaire. Mais l'esprit fort ordonne « non ». Tu ne céderas pas au chaos. Tu ne seras pas l'esclave de tes émotions, ni de l'hostilité des autres, ni de l'injustice. Tu tiendras bon. Tu le feras parce que tu sais que si tu perds le contrôle une seule fois, si tu t'accordes un seul moment de faiblesse, la fissure grandira. Aujourd'hui c'est un cri, demain une trahison, après-demain la ruine. L'intégrité absolue implique que tu ne t'accordes aucun raccourci. Quand tout ton être réclame vengeance, ton esprit exige la justice. Quand tout ton entourage exige que tu sacrifies ta parole, tu la maintiens même si tu es seul. Quand la pression t'accule, tu choisis l'action juste même si personne ne le remarque, même si cela fait mal, même si tu perds. Parce que tu comprends que c'est dans ce feu, dans cet instant brutal, que se forge la présence qui impose le respect. Non par la peur, mais parce que ton autocontrôle est inébranlable et les autres le sentent. Ils savent que tu ne plieras pas, qu'il n'y a pas de chantage émotionnel, qu'aucune pression n'est suffisante pour briser ton code. La plupart se brisent avant la fin. La plupart cherchent la solution facile, l'excuse, le soulagement immédiat. Ils ne supportent pas le poids de la cohérence sous pression. Mais si tu veux un esprit fort, si tu veux que ta présence apaise et ordonne même dans le chaos, tu dois accepter le prix, renoncer au confort de perdre le contrôle. Renoncer au plaisir de la colère, au soulagement de la plainte, au réconfort de l'apitoiement. Il n'y aura pas d'applaudissements, il n'y aura pas de compréhension, il n'y aura que toi, observant si tu es capable de maintenir ton intégrité quand tout ce que tu aimes est en jeu. Il y aura des nuits où tu te demanderas si cela en valait la peine. Des jours où la douleur de tenir ta parole pèsera plus que n'importe quelle récompense. Mais c'est seulement ainsi que se construit un esprit qui ne se brise pas, une présence qui impose le respect sans dire un mot. Ton autocontrôle absolu, ton intégrité sous pression seront le seul véritable bouclier contre la médiocrité et le chaos. Il n'y a pas d'autre chemin, où tu restes ferme, où tu deviens l'un de plus qui se brise quand les choses se gâtent. N'attends pas de compréhension, ne cherche pas le soulagement. Garde le contrôle, même si tout hurle de le perdre, car c'est là, et seulement là, que se décide qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin de plus de théorie. Tu as déjà les pratiques. Maintenant, tu sais, agis ou non. L'information est là, le reste t'appartient. Éteins l'écran. La lumière bleue de l'appareil s'éteint sur ton visage.
Sur la table reste un verre à moitié vide et l'écho de tes propres pensées. Il n'y a plus aucune étape à suivre, écrite nulle part, ni voix pour répéter l'évidence. Dans la rue, les gens continuent de marcher, chacun portant une routine qui ne t'appartient pas. Le voisin croise ton chemin dans l'ascenseur et acquiesce sans un mot. Vous reconnaissez tous les deux la même fatigue dans les cernes de l'autre. Par la fenêtre, on entend la circulation, les moteurs, la vie qui avance sans attendre personne. Tu regardes l'horloge, pas de nouvelles notifications. Personne ne viendra te rappeler ce que tu sais déjà. Dans la cuisine, le café refroidit pendant que tu décides si tu le bois ou si tu le laisses. Dehors, la pluie frappe la vitre et le calendrier avance avec ou sans ta permission. Dans le groupe de discussion, les messages suivent leur cours. Tu ne les ouvres pas. Un petit silence s'installe entre la fin d'une page et le début de ce que tu feras ensuite. L'information est là, le reste t'appartient. Tu n'as pas besoin d'un signe de plus. Si cela a résonné, abonne-toi. Maîtrise silencieuse. Si tu restes obsédé par l'idée de montrer tes progrès, tu ne feras que construire une image fragile. La discipline silencieuse ne se remarque pas, mais elle se ressent dans tes résultats. Il peut te falloir des années pour le comprendre, ou tu peux décider d'arrêter de vivre pour l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, mais d'arrêter de jouer pour la galerie et de commencer à discipliner ton caractère. Ici, ce n'est pas l'image que tu renvoies qui compte, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si tu dépends de la validation extérieure, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de ton propre jugement. Tu n'es fort que lorsque tu peux tenir debout sans témoins ni applaudissements. Et la plupart n'y parviennent pas, car ils ne supportent pas le silence. Mais c'est là que se construit la véritable valeur. Tu ne l'obtiendras pas en postant tes progrès, ni en racontant ce que tu vas faire. Tes paroles valent moins que tes actes, et tes actes valent moins que ta constance. La cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Si tu cherches l'admiration, tu deviens esclave de l'opinion des autres. Quand tu agis pour toi et que tu tiens ta parole, c'est là que la différence commence. Tu n'as pas besoin de preuves publiques que tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'une discipline privée qui ne demande ni permission ni explication. Reste jusqu'à la fin si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et ton corps, à reconstruire ta parole, à créer une valeur authentique et à tenir dans l'ombre, car cette dernière est la plus difficile à accepter. Avant de continuer, abonne-toi et active. Leçon 1. Cesse de rapporter chaque progrès. Éviter la validation constante t'apporte un respect authentique. Ton problème n'est pas le manque de progrès, c'est le besoin constant de le montrer. L'erreur consiste à traiter chaque petite avancée comme si elle nécessitait des témoins, en attendant une réaction extérieure qui n'est jamais suffisante. Tu ne grandis pas si chaque pas doit être vu. La règle est claire, la véritable croissance est silencieuse. Celui qui cherche l'approbation à chaque mouvement perd le contrôle de son processus intérieur. Quand tu rends public chaque réussite, tu transfères ton pouvoir, tu deviens dépendant de la reconnaissance et non de l'avancement. Le respect ne se gagne pas par le nombre de notifications, mais par la discipline que tu maintiens lorsque personne ne regarde. Si tu franchis la limite et t'habitues à tout rapporter, ton caractère s'affaiblit. L'autocontrôle se perd. Et les gens le remarquent. Ils ne te voient pas fort, ils te voient en demande. La croissance authentique ne fait pas de bruit, car elle repose sur la valeur intérieure, non sur la réaction des autres. Si ta motivation dépend des applaudissements, tes progrès sont fragiles. Au bureau, il suffit d'observer la dynamique. Tu termines une présentation et à peine le fichier envoyé, tu le mentionnes à voix haute, espérant que quelqu'un lève la tête et t'accorde un mot d'approbation. Au début, tes collègues acquiescent, lancent un « bien joué » automatique sans détourner les yeux de leurs écrans. Avec le temps, la reconnaissance se fait plus rare. Certains ne répondent même plus. Le silence est sec, inconfortable. Tu commences à remarquer que lorsque tu entres dans la salle, les conversations ne s'arrêtent pas.
Personne n'attend que tu rapportes quoi que ce soit, car personne ne le demande. La perception change. Tu n'es plus l'efficace, tu es celui qui cherche l'attention. À la salle de sport, c'est pareil. Une fois la séance terminée, tu sors ton téléphone, tu filmes la dernière série, tu postes l'histoire. Au début, les messages arrivent, les pouces levés aussi. Ensuite, c'est l'écho. Moins de réactions, moins d'intérêt. On te regarde du coin de l'œil depuis l'accueil, les coachs continuent leur routine. Tes progrès, qui étaient personnels, dépendent maintenant de la réaction d'un écran. Quand elle ne vient pas, le doute t'envahit. L'élan s'éteint. À la maison, avec ton partenaire, tu mentionnes chaque petit effort. Aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes. J'ai préparé un repas sain. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant le dîner. Au début, un sourire, un « c'est bien ». Puis, un simple « le regard sur le portable, le geste distrait. Ce qui était un mérite devient une routine, et la routine, un bruit de fond. Le respect se dilue dans la répétition. Ainsi, tes progrès deviennent une monnaie d'échange pour de l'attention. Et quand l'entourage cesse de réagir, tu te décourages, tu perds ta constance, et tu te demandes pourquoi le respect ne vient pas. La vérité est simple. Celui qui a besoin de montrer chaque pas n'avance jamais en silence. Et le respect authentique ne se négocie jamais en public. Le résultat te montre la vérité. Si tes progrès ont besoin de témoins, ce n'est pas de la discipline, c'est de la dépendance. La maîtrise s'exerce en l'absence d'applaudissements. Deuxième point. Leçon 2. Ne cède pas face à l'inconfort. Résister à l'impulsion d'abandonner renforce ton caractère. Sénèque a dit « Ne parle que si tu peux améliorer le silence ». En pratique, élimine le superflu et dis uniquement l'essentiel. La véritable croissance ne s'annonce ni ne s'exhibe. Elle se construit dans l'inconfort, dans cet espace où la majorité préfère se taire ou renoncer. La règle est simple. La discipline silencieuse est la base du caractère. Ne cherche pas l'approbation des autres et ne te laisse pas distraire par ce qu'ils pensent de toi. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure, non l'apparence publique. La plupart abandonnent dès que l'inconfort apparaît. Ils renoncent quand personne ne les voit, lorsque l'effort cesse d'être reconnu ou applaudi. Mais le caractère ne se forme pas sous les projecteurs, il se forge dans la solitude de tes décisions inconfortables. Si tu n'agis que lorsqu'il y a des témoins, tu n'as pas de discernement, tu as peur de perdre ton image. La discipline silencieuse élimine l'inutile. Tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais ce que tu dois, même si personne ne le remarque. C'est cela, l'autocontrôle. Observe un matin ordinaire au bureau. Il est 8h15. Le couloir est presque vide. On entend le bourdonnement des lumières. Tu t'assois et ouvres le tableur. Le chef ne commande plus tes progrès. Les courriels restent sans réponse. La salle de réunion demeure fermée. Personne ne regarde ton écran. Personne ne demande tes résultats. Là, dans l'anonymat, la tentation de relâcher l'effort est constante. Laisser une formule sans vérifier, repousser le rapport, laisser refroidir le café en surfant sans but. Mais tu choisis de rester. Tu vérifies les détails, corriges les erreurs, termines la tâche. Personne n'en parle, tu ne t'y attends pas non plus. À la salle de sport, la pièce est presque vide. L'écho des haltères qui tombent, la sueur dans les paumes, le miroir embué. Pas de regard curieux ni de camarades pour encourager. C'est à toi de faire la dernière série. Le muscle brûle, l'esprit cherche des excuses. Tu pourrais partir et personne ne le saurait. Mais tu te places sous la barre, inspire et termine la série. À la fin, tu n'entends que ta respiration. L'employé nettoie le sol sans te regarder. Tu quittes les lieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement la satisfaction âpre d'avoir accompli. À la maison, la relation s'éteint dans la routine. L'autre rentre fatigué, se sert le dîner en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Pas de mots de remerciement, pas de geste de reconnaissance. Tu pourrais arrêter de demander comment s'est passée la journée, tu pourrais éviter l'étreinte.
Mais tu choisis de rester à table, tu écoutes la réponse brève, tu redemandes, tu débarrasses les assiettes. Personne ne le célèbre, personne ne le remarque, mais la relation ne s'effondre pas, elle persiste. Les conséquences ne sont pas immédiates, personne ne t'applaudit, mais on ne te reproche rien non plus. L'entourage commence à percevoir une constance qui n'a pas besoin d'être proclamée. La confiance, lentement, s'installe. Les erreurs diminuent, les résultats s'accumulent, la perception change. Tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance, tu es simplement celui qui fait. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété, ce n'est que le début. Maîtrise, agir sans témoin. Leçon 3. Tiens tes promesses, même si personne ne regarde. Honorer ta parole fait de toi une personne digne de confiance. Ne cherche pas d'excuses. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde et que personne ne va te le reconnaître. Agis avec la même exigence lorsqu'il n'y a pas de témoin. Le critère se démontre en privé. La règle est claire. Ta parole est un contrat, pas une décoration. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Peu importe les applaudissements, les likes ou les témoins. La véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, mais à la cohérence que tu maintiens dans le silence. Si tu n'accomplis que lorsque tu es observé, tu es esclave de l'approbation et otage de l'image. Ainsi, il n'y aura jamais de maîtrise intérieure. La discipline silencieuse organise ta vie de l'intérieur, pas à partir du bruit extérieur. Chaque fois que tu cèdes à la facilité de laisser quelque chose à moitié fait parce que personne ne va s'en rendre compte, tu renforces le désordre et perds le contrôle. Le respect que tu recherches commence avec toi, et seulement avec toi. Réfléchis-y. Tu as promis de rendre un rapport à temps au travail, mais comme ton chef ne t'a rien demandé, tu repousses jusqu'à ce qu'on te le réclame. Tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais si personne ne te pose de questions, tu arrêtes d'y aller. Tu as convenu avec ton partenaire de résoudre un problème, mais puisqu'il n'en parle pas, tu l'ignores. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est un manque de critères, un manque d'ordre, un manque de respect pour ta propre valeur. Si ta parole n'a de valeur qu'en situation de pression, tu n'auras jamais la véritable confiance de personne, pas même la tienne. Il y a plus. Observe ce qui se passe lorsque tu manques à tes engagements en silence. Le mail promis que tu n'as jamais envoyé, cet appel que tu avais dit que tu ferais et que tu as oublié, le projet personnel que tu as repoussé jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Personne ne te fait de reproches, mais la dette s'accumule. Tu commences à le remarquer dans les détails, tu te regardes dans le miroir et évites de soutenir ton propre regard. Le dimanche soir, le poids des tâches non accomplies t'accompagne au lit. Lors d'une réunion, quand quelqu'un demande qui peut s'occuper d'un sujet, personne ne te regarde. Les opportunités cessent d'apparaître. Tu deviens invisible aussi pour les autres. Le respect ne se perd pas dans les cris, mais dans les longs silences et les promesses rompues que personne ne mentionne. Le jour où tu décides de tenir parole, même si personne ne t'observe, la dynamique change. Tu termines ce rapport même si personne ne l'a demandé. Et en l'envoyant en avance, le silence se brise. Ton chef lève les yeux, fait une pause, acquiesce sans un mot. Il n'y a pas d'applaudissements, mais pour le projet suivant, on vient te voir en premier. À la maison, tu règles cette tâche sans que ton partenaire ait besoin de te le rappeler. Elle t'observe du coin de l'œil, ne dit rien, mais la tension baisse. L'ambiance s'ordonne, ta démarche change. La confiance s'installe dans les gestes quotidiens, dans la façon dont tu t'assois, dans le ton avec lequel tu réponds au téléphone. La conséquence est simple. Celui qui tient ses engagements sans témoin est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de rappel, ni de surveillance, ni de promesses publiques. C'est la maîtrise. Dans la prochaine leçon, tu comprendras pourquoi ton critère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta capacité à rester ferme lorsque personne ne te regarde. Leçon 4. Élimine délibérément les distractions. Couper le superflu. Multiplie ta concentration quotidienne. Épictète a dit
Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. Si tu ne mets pas d'ordre dans ton attention, tu es prisonnier de ce que les autres décident de te montrer, et non de ce que tu décides de construire. La règle est simple. Chaque distraction que tu tolères affaiblit ta discipline et dilue ta valeur intérieure. La véritable croissance ne se mesure pas aux applaudissements ni aux réactions, mais au contrôle que tu exerces sur ce que tu laisses entrer dans ta journée. Tant que tu continues à laisser ouvertes les portes au superflu, notifications, messages inutiles, comparaisons constantes, ton énergie se disperse et ton discernement devient opaque. L'approbation extérieure est un mirage. Chaque fois que tu cherches une validation dans ce qui est visible, tu perds de la solidité dans l'invisible. Le respect de soi s'érode à chaque interruption que tu permets parce que tu n'as pas eu le courage d'établir des limites. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est toi qui refuses de prendre le contrôle. Pense-y au travail. Tu as une tâche clé, mais tu vérifies WhatsApp toutes les 5 minutes. Tu réponds à des messages sans importance et tu passes d'un onglet à l'autre. Tu termines la journée fatigué, avec l'impression d'avoir beaucoup fait, mais sans avancer sur l'essentiel. Ou à la salle de sport. Tu y vas, mais chaque pause est remplie par les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de renforcer la tienne. Même dans ta relation, au lieu d'écouter vraiment, ton attention est partagée entre l'écran et la personne. Le résultat est le même, présence superficielle, progrès nul. Transporte cela à un après-midi ordinaire. Tu ouvres ton ordinateur portable pour finir un rapport en retard. La notification vibre, l'écran clignote. Quelqu'un t'identifie sur une photo, un autre groupe envoie des mèmes, la boîte mail se remplit de sujets urgents. Aucun ne te concerne. Tu regardes l'horloge. 2 heures se sont écoulées. Le rapport n'a pas bougé. Le bureau est couvert de tasses vides et de papiers non lus. Le téléphone reste à portée de main, jamais en mode silencieux. Tu lèves les yeux et tu vois ton reflet dans la fenêtre. Regard fatigué, mâchoire tendue. La sensation de vide est palpable. Dehors, la lumière change, mais tu restes bloqué sur le même paragraphe. À la maison, la scène se répète. Le dîner refroidit pendant que tu réponds à des messages dont tu ne te souviens plus après. La télévision fait du bruit en fond, mais tu ignores ce qui se dit. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et tu te contentes de hausser les épaules. Personne n'insiste. Le silence s'installe. À table, les gestes sont automatiques, les dialogues courts. La déconnexion se lit dans les détails. Regard absent, réponse monotone, absence de vraies questions. Le lendemain, la perception change. Les autres remarquent ton absence, même si tu es là. Les supérieurs doutent de ta fiabilité. Tes collègues cessent de t'inclure dans les décisions importantes. À la maison, la distance s'agrandit. Les conversations deviennent une formalité. Les plans se font sans te consulter. Le respect se perd dans l'invisible et quand tu essaies de le regagner, tu découvres que tu n'as plus de crédit. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Et il y a plus. Maîtrise la porte de ton attention. Leçon 5. Décide de ta voix sans chercher l'approbation. Prendre des décisions seul renforce ton énergie intérieure. Tu es en réunion et avant de donner ton avis, tu jettes un coup d'œil pour guetter la réaction des autres. Tu envoies un message important et tu attends la double coche bleue, inquiet de la réponse. Ou tu hésites avant de prendre une décision simple, craignant ce que les autres penseront si tu te trompes. C'est ainsi que tu dilues ta force, en consultant chaque pas, en attendant une permission qui ne viendra jamais. Le principe est simple, la véritable croissance exige une discipline silencieuse et une concentration absolue sur ta valeur intérieure, non sur l'opinion d'autrui. Quand tu remets ta direction à l'approbation extérieure, tu deviens dépendant et prévisible. Le respect ne se construit pas en demandant la permission. Il se gagne en prenant des décisions et en les assumant, même si personne n'applaudit.
La discipline silencieuse, c'est agir sans exposer ton processus à l'opinion publique. Si tu cherches l'approbation avant d'agir, ton discernement s'affaiblit. La valeur intérieure se forge dans la solitude, au moment où tu décides sans témoin, sans besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu doutes et consultes avant d'agir, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Et lorsque ta conduite dépend des applaudissements, tu ne développes jamais une véritable autonomie. Exemple du quotidien. Tu es sur le point de changer de travail. Au lieu d'analyser tes propres raisons et de prendre la décision, tu appelles 3 amis. Tu demandes l'avis de ton partenaire, tu consultes des forums. Au final, ton choix est la moyenne de ce que les autres pensent, pas le reflet de ton caractère. Ou à la salle de sport. Tu t'arrêtes au milieu de la série parce que tu remarques que personne ne te regarde. Et tu as l'impression que ton effort ne compte que s'il est visible. Ainsi, tu prends l'habitude de mesurer ta progression selon la réaction des autres et non selon tes propres critères. Même dans les petites choses, tu envoies un message et si tu ne reçois pas de réponse immédiate, tu t'inquiètes, tu doutes de toi. Cette habitude te rend faible, anxieux, toujours à la merci de la validation extérieure. Et le vrai progrès n'arrive jamais parce que tu n'agis jamais par conviction, seulement par réaction. Autre scène, tu sors dîner avec un groupe et, devant le menu, tu attends que tout le monde commande avant de te décider, observant leur plat pour ne pas détonner. Lorsque le serveur arrive, ta voix est à peine audible, tu hésites une seconde de trop. Quelqu'un te demande pourquoi tu as choisi cela et tu te justifies alors que personne ne l'a demandé. La conversation continue, mais ton insécurité flotte dans l'air, invisible mais perceptible. Tes gestes te trahissent. Tu jettes des regards en coin, tu acquiesces trop, tu souris excessivement en quête d'acceptation. À la fin de la soirée, tu repars avec la sensation de ne pas avoir été présent, d'avoir agi uniquement pour t'intégrer. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tes collègues commencent à percevoir ton indécision. Ils ne te sollicitent pas lorsqu'il faut résoudre une urgence. Cela se voit dans les silences gênants avant que tu ne parles, dans les regards échangés en attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Ta valeur perçue diminue. L'opportunité n'attend pas celui qui doute. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante ne l'est pas. Maîtrise. Le silence est une position. Leçon 6. Fixez des limites claires à ceux qui absorbent votre temps. Protéger votre espace vous permet de grandir solidement. Il y a une chose que tu dois accepter. Si tu ne poses pas de limites claires, d'autres décideront à quoi tu consacres ton temps et ton énergie. Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé ou si tu n'avances pas. C'est la conséquence directe d'avoir laissé ton espace disponible à n'importe qui. Le principe est simple, ta véritable croissance dépend de la protection de ton temps contre ceux qui l'absorbent sans rien apporter. Si tu ne sais pas dire non, ta discipline s'effondre avant même d'avoir commencé. Il ne s'agit pas d'être dur sans raison ni de devenir inaccessible. Il s'agit de reconnaître l'auto-illusion. Tu crois que rester toujours disponible te rend plus précieux, mais cela ne fait que te rendre plus manipulable. Les personnes qui ne respectent pas ton temps apprennent vite qu'elles peuvent t'interrompre, te demander des services, te distraire avec leurs urgences. Tu deviens la ressource facile, celui qui ne dit jamais stop. Et pendant que tu cherches l'approbation ou que tu crains de déplaire, eux font avancer leurs propres projets. Tous ces sacrifices silencieux ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ils t'enfouissent seulement dans l'agenda des autres. Au travail, tu es celui qui répond aux messages WhatsApp en dehors des horaires, celui qui prend en charge les tâches des autres parce qu'il ne sait pas dire non. Il suffit de regarder ta boîte de réception, des messages sans importance, des demandes de dernière minute, des réunions inutiles auxquelles tu assistes seulement par obligation. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui est toujours disponible, même si tu annules tes propres projets. Tu reçois des appels inattendus, des messages pour résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, des invitations de dernière minute auxquelles tu acceptes, même si tu as d'autres priorités. En couple, tu cèdes ta routine quotidienne pour t'adapter au rythme de l'autre.
même si cela te laisse 100 ans pour t'entraîner, lire ou travailler sur ce qui compte vraiment. Tu remarques que tes livres prennent la poussière, que tes vêtements de sport restent dans l'armoire et que ta liste de tâches personnelles ne diminue jamais. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, mais la réponse se trouve dans chaque minute que tu as offerte par peur de déranger. Ne pas poser de limites n'est pas de la générosité, c'est un manque de discernement. Une croissance solide exige une discipline silencieuse. Organiser ton temps, protéger ton espace, apprendre à dire non sans donner d'explications inutiles. Si tu ne le fais pas, ta journée se remplit des tâches des autres et de demandes qui ne te concernent pas. La conséquence est claire. Tu perds le contrôle de ton propre développement. Tu stagnes. Les autres commencent à s'y attendre de ta part. Ils ne demandent même plus si tu peux. Ils supposent simplement que tu le feras. Le signe d'agacement, quand enfin tu oses refuser, le silence gênant dans le groupe, le regard de désapprobation, autant de signes que tu as laissé les autres définir tes limites trop longtemps. Dans la prochaine leçon, tu vas découvrir comment distinguer une critique que tu dois écouter d'une opinion qui ne vise qu'à te freiner. Leçon 7. Ne confonds pas progrès et exhibition. Se montrer moins et construire plus donne des résultats réels. Tu es à la salle de sport. Tu viens de terminer une série lourde et sans réfléchir, tu sors ton téléphone. Tu te regardes dans le miroir, ajuste ton t-shirt pour mettre en valeur ton bras, pointe la caméra et prends un selfie. Tu le publies dans tes stories avant même que ta respiration ne redevienne normale. Tu n'as même pas fini ta séance. Entre chaque série, tu vérifies qui a vu la photo, si quelqu'un a répondu, s'il y a un emoji flamme. Tu veux que les autres voient que tu fais le travail, que tu n'es pas comme les autres. Mais quand personne ne réagit, tu restes là à regarder l'écran. La sueur sur ton front ne suffit pas. Tu as l'impression que tes efforts ne comptent que s'ils sont reconnus. Tu relâches l'intensité. Au final, tu quittes la salle avec la sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. La règle est simple, la croissance réelle se fait en silence, pas en vitrine. Ce qui compte, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Le muscle se forme quand il n'y a pas de caméra, quand le seul témoin est la douleur dans ton avant-bras et le miroir embué. Chaque fois que tu privilégies montrer tes progrès plutôt que de faire le travail, tu en paies le prix. Tu échanges la discipline contre l'exposition. Tu offres ton énergie à l'approbation extérieure. Le progrès authentique s'affaiblit quand tu le nourris de validation extérieure. L'attention est addictive, mais elle ne donne pas de résultat. Tu perds ta concentration. Tu deviens dépendant de la réaction, pas du résultat. Et cette dépendance te rend moins constant. Parce que quand il n'y a pas d'applaudissements, ta motivation s'en va. Et c'est là que la majorité abandonne. Regarde au travail. Tu as une idée, à peine une ébauche. Avant même de la concevoir, tu cours l'annoncer sur le groupe WhatsApp. Tu écris « Je prépare quelque chose de grand ». Ah, tu attends la réaction. Quelques emojis, un ou deux « Waouh », mais rien de plus. Quand la vague de félicitations n'arrive pas, tu ouvres le fichier, le regardes quelques minutes et le refermes. Le projet est mis en pause. Les jours passent et l'enthousiasme s'évapore. Le fichier se perd parmi d'autres tâches. Personne ne demande le résultat et toi non plus tu n'en reparles. L'avancée ne se concrétise jamais. Ou dans la relation, tu dînes avec ton partenaire et, avant de goûter la première bouchée, tu prends une photo. La meilleure compagnie, écris-tu. Tu publies l'image, vérifies les likes. Quand l'attention retombe, quand personne ne commente, tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu commences à chercher des moments postables au lieu de moments réels. Les silences à table deviennent gênants parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Le coût est évident. Tes progrès dépendent du regard des autres, pas de tes propres standards. Et cela te rend fragile. Il y a des conséquences visibles. Ton entourage commence à remarquer la différence. On te demande moins de nouvelles de tes projets parce qu'on sait que tu ne cherches qu'une réaction. À la salle, ceux qui progressent vraiment t'ignorent.
Au travail, tes idées perdent de la valeur parce qu'elles n'aboutissent jamais à des résultats. Dans la relation, ton partenaire sent la distance. Les gestes changent, moins de contact visuel, plus de temps sur le téléphone, des phrases plus courtes. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 8. Apprends à être fort dans la solitude. Soutenir ta discipline sans témoin est la véritable épreuve. Il y a quelque chose qui paraît inoffensif. La plupart ne gardent le contrôle que lorsque quelqu'un les regarde. Ils font des efforts s'il y a un public, s'ils attendent des applaudissements ou au moins une réaction. Mais lorsque la porte se ferme et qu'il n'y a pas de témoin, toute cette prétendue exigence se dissout. La vraie règle apparaît lorsque personne n'observe. Le principe est clair, ta discipline réelle se mesure dans la solitude, pas dans l'exposition. La valeur intérieure ne se négocie pas avec le regard des autres, ni ne se confirme par l'approbation d'autrui. La raison est directe et dure. Si ta conduite dépend du regard des autres, tu n'as pas de caractère, tu portes un masque. Le respect de soi ne se construit pas sur scène, mais dans ce que tu fais, lorsque personne ne va te féliciter, lorsqu'il n'y a pas de risque de perdre des points sociaux. La véritable croissance exige que tu maintiennes tes habitudes, même si personne ne te récompense, même si l'effort passe inaperçu. Car si tu n'es discipliné que sous le regard d'autrui, tu n'es pas fort, tu es dépendant. La vraie force est silencieuse, inconfortable, sans témoin ni like. Et là, la plupart échouent. Imagine ta routine quotidienne. Quand ton chef est là, tu fais semblant de travailler avec rigueur. Le clavier claque, l'écran change d'onglet dès qu'il passe derrière toi. Mais quand il s'en va, tu laisses la tâche à moitié faite et tu consultes ton téléphone. Les minutes filent. À la salle de sport, tu fais des répétitions impeccables s'il y a quelqu'un qui regarde, tu ajustes même les poids avec une pause théâtrale. Mais tu négliges la technique quand personne ne surveille, et la sueur sur le front ne compense pas la tricherie. Sur WhatsApp, tu écris des réponses polies dans les discussions de groupe, la courtoisie est une façade. Mais tu laisses tomber la discipline en privé, réponses brèves, ironie, messages sans filtre. Même en couple, tu montres de la patience en public, tu souris lors des repas de famille, mais tu perds le contrôle quand vous êtes seul, la voix monte, le regard se durcit. Tout cela révèle une norme fausse, tout cela te trahit. Car ce que tu fais sans témoin, c'est ce que tu es vraiment. Observe les conséquences. Les résultats se voient dans les détails, la boîte de réception pleine de tâches inachevées, le corps qui ne progresse pas, la relation qui accumule les silences gênants. Tes collègues remarquent le schéma, l'énergie baisse quand personne ne supervise. Les erreurs se répètent dans les rapports, les délais s'allongent. À la salle, l'entraîneur te regarde de loin et voit que lorsque tu crois qu'il ne t'observe pas, tu écourtes les pauses, tu sautes une série. Les conversations privées se remplissent de phrases sèches. Et ensuite, à la réunion suivante, les silences pèsent davantage. À la maison, ton partenaire croise les bras. La distance grandit. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le remarque. La perception change. Tu n'es plus fiable, tu n'es correct que lorsqu'on te l'exige. Dans la solitude, il n'y a pas de récompense. Il ne reste que la réalité. Ce que tu fais quand personne ne l'exige, c'est ce qui fait la différence. Si tu ne maintiens ta discipline que lorsqu'il y a une récompense immédiate, tu n'as pas de caractère, tu es dépendant. Ce que tu tolères en silence devient ta véritable limite. Le respect de soi ne s'obtient pas par des gestes publics, mais parce que tu défends quand personne ne l'exige. Tu peux continuer à chercher des témoins ou commencer à être ton propre juge. La différence se voit dans ton miroir. Maîtrise. La discipline invisible est la seule qui compte. La véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle ne dépend pas du regard des autres, ni des applaudissements. C'est la discipline dans l'invisible, la force dans l'inconfort, des limites claires et des chemins choisis sans témoin. Il ne s'agit pas de montrer, mais de soutenir.
Si tu cherches le progrès, ne le confonds pas avec l'exposition. Si tu veux avancer, ne le négocie pas avec le monde. Ce qui compte, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu coupes à la racine même si ça fait mal, ce que tu maintiens malgré le silence. L'approbation extérieure est volatile, la valeur intérieure demeure. Il n'y a pas de raccourcis ici, seulement du travail silencieux, des décisions fermes et la volonté de supporter la solitude quand c'est nécessaire. L'essentiel est au centre de l'attention, pas le visible. Le reste n'est que distraction. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Si cela t'a aidé, abonne-toi. Maintenant tu le sais.